Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous présenter le premier chapitre de mon doctorat qui s'intéresse à la sélection alimentaire du castor sur les frênes, puis les conséquences que ça pourrait avoir pour l'avenir des forêts ripariennes. Euh, Avant toute chose, il faut replacer mon projet dans son contexte, qui est l'invasion par la grille du frêne. Je ne vais pas en parler beaucoup. Je pense que François était supposé en parler un peu avant moi. La grille, il est arrivé en Amérique dans les années 90. C'est un insecte qui va s'attaquer exclusivement aux frênes, puis les larves vont se nourrir du cambium, puis ça va couper à moyen terme la circulation avec les racines. Ça va tuer les arbres en généralement 1 à 3 ans. La propagation, elle est très rapide. Quand la grille est détectée dans les forêts, c'est possible que dans les 6 années suivantes, il y ait 99% de mortalité dans les frênes. Là, c'est la figure que je vous mets de Cluster puis de ses collaborateurs. Et puis, c'est ça, il est arrivé il y a environ 25 ans en Amérique du Nord, puis il est déjà présent dans 35 États des États-Unis, puis 5 provinces du Canada. Et donc, il s'attaque exclusivement aux frênes. Puis, il faut savoir que les frênes peuvent être euh, très, très denses dans les forêts ripariennes. Les forêts ripariennes, c'est des forêts qui sont situées en bord de cours d'eau, qui vont être inondées au cours du printemps, puis exondées au cours de l'été. C'est des forêts qui ont des petites tailles, mais malgré leur petite taille, elles ont des rôles écologiques très importants. Alors là, j'en ai mis quelques-uns. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais donc par exemple la régulation des crues, les flux des nutriments. Puis c'est surtout des forêts qui sont connues pour abriter une biodiversité faunique et floristique très importante. Et ces forêts ripariennes, en Amérique du Nord, elles sont très souvent façonnées par une espèce ingénieure qui est le castor du Canada. Alors, on dit que le castor, il façonne les forêts ripariennes parce que pour se nourrir, il va se nourrir d'écorces et de feuillage, entre autres, et donc il va couper des arbres. Puis, il ne va pas couper les arbres de façon aléatoire, il va avoir des préférences alimentaires. Puis, fatalement, les essences qu'il sélectionne vont vont être défavorisées pour faire partie de la canopée future, à l'inverse des essences qu'il va plutôt éviter. Il y a des genres d'arbres qui sont très connus pour être les favoris du castor, donc notamment le peuplier et le saule. Là, dans la littérature, dès que dans des études, il y a du peuplier et du saule, c'est ce qui est mangé. Mais il y a beaucoup de genres pour lesquels la littérature est plus ambiguë, puis c'est le cas notamment du frêne. Suivant les études qu'on lit, le frêne peut être sélectionné ou évité ou consommé comme il vient. Fait que dans le contexte dans le contexte actuel, pardon, de l'invasion par la grille, nous, on s'est posé 3 questions principales pour essayer de caractériser la place du frêne dans le régime alimentaire du castor. On s'est demandé, est-ce que le frêne, c'est un genre sélectionné par le castor, tout du moins quand il n'y a pas ou peu de peupliers et de saules, puis qu'en est-il des autres genres? Quelle est la probabilité de consommation de chaque genre en comparaison au frêne? Et puis, est-ce que la disparition du frêne, elle va pouvoir influencer la probabilité de consommation des autres essences? Euh, pour répondre à ces questions, on a fait notre étude au Parc national de Plaisance, qui est un peu l'endroit idéal pour répondre à cette question, puisque c'est un parc qui a une forêt très hétérogène puis très riche. Je pense que les inventaires ont révélé qu'il y avait 43 espèces d'arbres dans le parc. Euh, Elle a beau être très hétérogène, il y a quand même énormément de frênes puis énormément d'érables. Il y a environ la moitié de la surface terrière de la forêt qui est divisée également en frênes et érables, puis l'autre moitié de la surface terrière qui est divisée dans les autres genres. Et puis surtout, c'est l'endroit ou l'un des endroits où il y a les plus hautes densités de castors des terres publiques du Québec. Là, on peut voir sur la carte toutes les huttes actives qui avaient été recensées, toutes les huttes qui avaient été recensées en 2017. Depuis, il y en a même des nouvelles qui se sont créées. Et donc, à l'intérieur de ce parc, on a sélectionné 24 parcelles de manière à créer un gradient de frêne. Les parcelles, elles sont toutes situées au bord de l'eau, puis elles vont faire 50 mètres de long et 30 mètres de large, donc 1500 mètres carrés. Puis là-dessus, on a eu 2 protocoles différents, un pour les arbres, puis un pour les gaules.
Pour les arbres, on a compté et identifié tous les arbres sur ces 1500 mètres carrés, puis on les a mesurés parce que le diamètre va impacter la consommation par le castor. Puis on les a répartis dans 5 classes de distance à la rive, donc des classes de 10 mètres. Et puis pour les gaules, on a fait un sous-échantillonnage de ces parcelles, en fait. Donc, comme on voulait garder un échantillonnage qui va prendre en compte la profondeur, la distance à la berge, on a créé 10 lignes de 6 cercles. Puis à chaque fois, on tirait un des 6 cercles au sort aléatoirement. Donc là, dans l'exemple que je montre, ce seraient les cercles bleus qui ont été sélectionnés. Maintenant, je vais un peu passer question par question pour ne pas vous perdre d'abord avec toutes les analyses, ensuite tous les résultats. Alors, pour ce qui est de la question 1, donc je vous le rappelle, c'était est-ce que le frêne, c'est un genre qui est sélectionné par le castor? Puis qu'en est-il des autres genres? Là, on a calculé des indices de Jacob. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les indices de Jacob, c'est des indices qui vont entre -1 et 1. Quand ils sont négatifs, c'est qu'il y a plutôt évitement. Puis quand ils sont positifs, c'est qu'il y a plutôt sélection. À première vue, on pourrait se dire que pour regarder ce qu'un animal va sélectionner, on regarde ce qu'il a consommé. Donc, dans l'exemple que je donne, il aurait consommé un tiers de chacune des 3 espèces. On pourrait se dire que du coup, il les sélectionne de la même façon. Mais il faut prendre en compte ce qui est disponible dans l'habitat. Donc, si l'espèce 1 représentait effectivement un tiers de ce qu'on trouvait, elle n'est ni sélectionnée ni évitée. Finalement, elle est consommée dans les proportions dans lesquelles elle est disponible. L'espèce 2, par contre, on pourrait voir qu'elle est plutôt évitée parce qu'elle était disponible beaucoup plus qu'elle n'a été consommée. Puis pour l'espèce 3, ce serait l'inverse. Elle est sélectionnée positivement puisqu'elle était disponible dans des proportions moins importantes qu'elle n'a été consommée. Ici, je choisis de vous présenter uniquement les genres pour lesquels on a au moins 3 placettes qui ont été significatifs, parce qu'une fois qu'on calcule ces indices de Jacob, on regarde s'ils sont significatifs ou pas. Puis, je vais surtout vous parler du frêne, en fait, le genre Fraxinus, qui est représenté à gauche. On peut voir que c'est celui qui a été sélectionné positivement dans le plus grand nombre de parcelles, puis de loin. Là, c'est un tiers des parcelles pour les gaules, puis je pense près des 2 tiers pour les arbres. Puis on voit surtout qu'il y a une seule parcelle où les gaules de frêne ont été évitées. Puis ça, on va voir en fait dans la question 2 aussi que c'est à cause de la présence du charme. En fait, c'est des parcelles où il y avait beaucoup de charme et donc le frêne n'a pas été consommé. C'est le charme qui avait été consommé. Je pense que 85% de l'alimentation dans cette parcelle, c'était du charme. Et puis, on peut voir que l'autre genre qui est très présent à Plaisance, l'érable, donc Acer, lui, il est très souvent évité. Il y a beaucoup de valeurs là que vous voyez à -1, puis elles sont en gris parce qu'elles ne sont pas significatives. Typiquement, ça va être quand on a entre 1 et 10 tiges présentes sur la placette, puis qu'aucune d'entre elles a été consommée. Donc, l'indice de Jacob, lui, il a tendance à penser que du coup, c'est un genre évité. Mais nous, quand on fait nos tests de significativité, on voit qu'on ne peut pas savoir si c'est juste le fait du hasard ou pas. Pour ce qui est donc de la deuxième question, on voulait s'intéresser à la probabilité de consommation de chaque genre en comparaison aux frênes. Pour ça, on a fait des modèles logistiques mixtes. Alors, les régressions logistiques, c'est des régressions qui vont permettre de calculer la probabilité d'occurrence d'un événement. Nous, dans notre cas, l'événement, c'est la consommation par le castor. Et donc, dans ces modèles, on a inclus des variables dont on sait qu'elles ont un effet parce que la littérature nous le dit, donc la distance, le diamètre. On a aussi mis le diamètre au carré pour permettre à la relation de ne pas être linéaire, ça on va le voir juste après. Et puis, bien sûr, on a mis le genre, et comme genre de référence, comme on a choisi le frêne, on était capable de savoir quel genre était plus sélectionné en fait, qui avait une plus grande probabilité de consommation que le frêne ou une moins grande probabilité de consommation. Les 2 variables que je vous disais au début, clairement, on peut voir que plus on s'éloigne de la rive, plus la probabilité de consommation diminue. Puis pour le diamètre, c'est ce que je vous disais avec une relation non linéaire. Donc, on peut voir qu'au début, plus le diamètre augmente, puis plus la probabilité de consommation va être grande, puis on atteint un diamètre maximal au-delà duquel la probabilité de consommation va diminuer avec l'augmentation du diamètre. Pour ce qui est des genres, en fait, les résultats ont été très clairs. Il y a uniquement 2 genres au parc qui semblent avoir une plus grande probabilité de consommation que le frêne. C'est le charme, ça je vous en parlais pour la question 1, puis le peuplier, ça c'était déjà très connu dans la littérature.
Puis, à part quelques genres qui étaient non significatifs, je pense aux chênes, il y en a peut-être un autre que j'ai pas en tête, mais en tout cas, l'écrasante majorité des genres restants avaient une probabilité bien plus faible de consommation, puis ça inclut les genres, entre guillemets, dominants, déjà l'érable, puis aussi orme, tilleul et d'autres. Pour ce qui est de la troisième question, on voulait connaître l'effet de la densité du frêne sur la probabilité de consommation des autres genres, puisqu'on voulait savoir qu'est-ce qui va se passer quand le frêne va disparaître. Donc là aussi, on a fait des modèles logistiques, mais cette fois, on les a fait par genre, donc un genre, un modèle. Puis là-dedans, on a mis des variables uniquement pour contrôler pour leur effet, donc distance, diamètre. On a aussi rajouté des indices de Shannon qui n'étaient pas dans les précédents modèles, parce qu'on sait que la diversité peut influencer la probabilité de consommation dans l'herbivorie. Et puis, on a mis notre variable d'intérêt, en fait, nos variables d'intérêt, qui est la densité du frêne, puis on avait une densité des gaules, puis une densité des arbres. Malheureusement, on n'a pas pu observer d'effet très fort de la densité de frêne sur la consommation des autres essences testées. On a eu un petit effet négatif significatif de la densité des arbres de frêne sur la probabilité de consommation de deux autres genres, donc érable et charme. Pour le charme, c'est clairement le fait de notre échantillonnage. En fait, il n'y avait que 4 parcelles où il y avait beaucoup de charme, puis c'est des parcelles où on n'avait pas énormément de frêne. Et puis, pour l'érable, en fait, c'est très cohérent avec les résultats qu'on a déjà démontrés. L'érable est plutôt évité, puis le frêne plutôt sélectionné. Donc, dans une parcelle, quand on augmentait la disponibilité du frêne, forcément, la probabilité de consommation de l'érable diminuait un peu. Et puis, on avait des petits effets positifs significatifs de la densité des gaules de frêne sur la probabilité de consommation de 3 autres genres. Là, on pense qu'encore une fois, ce n'est pas très intéressant pour déterminer l'avenir de la forêt riparienne. En fait, selon nous, c'est un cas de compétition apparente. On a vu que le frêne, c'était l'un des genres les plus sélectionnés. Puis, on a vu aussi qu'ils aiment bien plutôt les petits diamètres. Donc, finalement, les gaules de frêne sont très attractives. Donc, sur une parcelle, s'il y a beaucoup de gaules de frêne, on pense que les castors vont y passer plus de temps pour s'approvisionner et vu qu'ils y passent plus de temps, fatalement, on augmente aussi un peu la probabilité de consommation des autres genres. Il ne me reste plus énormément de temps. Je voulais juste faire une petite conclusion sur l'avenir du frêne puis l'avenir de la forêt. Pour ce qui est de l'avenir du frêne, on pourrait avoir tendance à penser que du coup, tous les arbres qui vont pas être tués par la grille, c'est-à-dire ceux qui font généralement moins de 3 cm, là, suivant ce qu'on lit dans la littérature, ils vont sûrement être consommés par le castor et donc ce serait nécessairement la fin du frêne. Mais ça, c'est valable en fait suivant la réponse fonctionnelle du castor. Ce n'est pas forcément le cas. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la réponse fonctionnelle, mais les réponses fonctionnelles, c'est des consommations qui vont être dépendantes de la densité des proies. Nous, dans notre cas, les proies, c'est les arbres, puis le prédateur, c'est le castor. La littérature nous dit que le castor a plutôt une réponse fonctionnelle de type 2, donc celle qu'on voit au milieu. Dans ces cas-là, ça voudrait effectivement plutôt dire que le frêne va disparaître, puisque on voit qu'au début, à faible densité, la relation est quand même très linéaire. Mais il y a plusieurs études, notamment de Frixel puis de ses collaborateurs, qui ont soumis l'hypothèse que le castor pourrait avoir une réponse fonctionnelle de type 3 pour ses essences préférées, comme le peuplier et le saule. Puis comme nous, dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de peupliers de saule et que le frêne semble vraiment être préféré, il se pourrait que le castor ait une réponse fonctionnelle de type 3. Puis dans ces cas-là, comme vous pouvez le voir sur la courbe, là, c'est à très faible densité. En fait, les proies vont être très peu consommées, moins qu'elles ne sont disponibles. Puis dans ces cas-là, ça pourrait créer peut-être des dynamiques où le frêne ne disparaîtrait pas totalement. Il continuerait de se faire attaquer par le castor et la grille dès qu'il augmente un peu de taille et en densité. Mais il pourrait quand même rester des patchs de frêne au parc. Puis pour ce qui est de l'avenir des forêts, nous, au vu des résultats de notre objectif 3, on n'est pas capable de faire des prédictions certaines. En fait, ça va sûrement dépendre des essences qui remplaceront le frêne. Notamment, est-ce que ça va être des essences favorites ou pas? Donc, si c'est le peuplier et le saule qui sont des essences qui sont quand même connues pour coloniser en premier les milieux quand il y a des trouées, là, ça se pourrait que le castor les attaque puis que ça empêche un peu le reboisement. À l'inverse, si c'était des essences, comme on a vu, comme l'érable qui est très présent ou même comme le tilleul, là, ça se pourrait que le castor leur donne un peu de répit.
Puis je voulais quand même juste finir par expliquer que ben, c'est comme quand j'en parle, on a l'impression que la pression exercée par le castor, elle est forcément constante, puis que quand les frênes vont mourir, bah, les castors, ils seront toujours là et il va bien falloir qu'ils rabattent leur alimentation sur d'autres arbres. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais ça a déjà été démontré que les peupliers et les saules, qui sont les essences favorites du castor, ben, vont augmenter les densités de castors et vont augmenter leur fitness, donc par exemple le nombre de juvéniles par portée. Et nous, dans notre cas, comme on a une préférence très forte du frêne, bah, en fait, on se demande si cet effet pourrait pas être observé sur la fitness du castor aussi, auquel cas bah, la disparition ou la diminution drastique du frêne pourrait entraîner une diminution de la fitness du castor. Puis ça, ce sera le sujet de mon deuxième chapitre de doctorat. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Samuel. Je ne sais pas si tu vas essayer d'éteindre et de rallumer ta caméra parce que tu es figé là, depuis peut-être la moitié. Ça ne me surprend pas. Donc, je vais ouvrir la période de questions. Si vous pouvez soit lever votre main via Zoom, ça va me faciliter la vie là, pour savoir au lieu de voir tous les participants qui lèvent leurs mains à l'écran. Et Samuel est de retour parmi nous, live de l'ISFOR. Donc, on a une première question de Régis Pouliot. C'est pas Régis, c'est Frédéric. Ah, c'est Frédéric dans la salle. La salle. Bonjour Samuel, merci pour ta présentation, très intéressant. J'avais lu des articles qui disaient que suite à l'attaque de la grille, il y avait une production, il y avait une stimulation de la production de rejets de souche pour le frêne noir. Là, dans les milieux ripariens, c'est souvent le frêne noir, qui disait qu'il y avait un genre de taillis qui s'installait et qui se maintenait là, parce que les agrilles allaient attaquer aussitôt qu'elle allait atteindre un diamètre autour de 5 cm. Donc, quand tu dis qu'il va y avoir disparition du frêne, est-ce que tu prends en compte justement cette stimulation de la reproduction végétative des rejets de souche du frêne? Ben, alors, on a vu la plaisance, il y a plein de rejets qui commencent aussi au niveau des frênes, mais c'est ça, c'est que les castors, eux, aiment beaucoup ce qui est entre 3 et 5 cm. Puis c'est là que je dis que la réponse fonctionnelle serait sûrement très intéressante à déterminer parce que la grille va tuer les gros arbres, puis suivant la réponse fonctionnelle du castor, le castor, lui, c'est sa cible privilégiée, les arbres entre 3 et 5 cm, puis même en dessous, là, jusqu'à 1 cm, il en consomme beaucoup. Et c'est ça, comme le frêne, c'est son essence quasiment favorite au parc, ou en tout cas la plus disponible dans les favorites. La question, ça va être qu'est-ce qui se passe avec ces rejets-là? Est-ce que le castor, en fait, vient puis finit le travail de la grille, entre guillemets, ou est-ce que ben, dès que le frêne va diminuer en densité pour ces rejets-là, ben, le castor va un peu s'y désintéresser. Ça, je ne le sais pas encore. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. On va y aller maintenant avec une question de Audrey. Merci, Samuel, pour ta présentation. Moi, je suis un peu curieuse à savoir qu'est-ce que tu penses qui va se passer sur des systèmes plus petits. Donc, la rivière des Outaouais, c'est une immense rivière avec une bande riveraine qui fonctionne d'une certaine manière. Sur des plus petits cours d'eau, est-ce que tu penses qu'on peut, qu'est-ce que tu penses que tes résultats vont signifier pour des cours d'eau de plus petite taille? Ça, je sais vraiment pas. Moi, c'est vrai que je me suis vraiment intéressé au côté castor, donc je ne sais pas forcément ce que ça, ce que ça apporte comme modification des milieux, le fait que les cours d'eau sont plus petits. Moi, je dirais que du moment que c'est des zones où il y a des fortes densités de castor, mes résultats seront similaires. Après, ça va aussi dépendre des essences trouvées. Il y a beaucoup d'endroits, quand je suis sur les cours d'eau, où je vois beaucoup de saules ou beaucoup de peupliers. Dans ces cas-là, c'est clair que je ne pense pas qu'on puisse extrapoler mes résultats à ces milieux-là. Mais c'est ça, du moment que la végétation est la même, a priori, le comportement du castor sera aussi le même, quelle que soit la taille du cours d'eau. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. On a le temps pour une autre question de Sylvain.
Oui, salut Samuel. Moi, j'ai une question un peu similaire où je vois sur les plus petits cours d'eau où on nous demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour planter des bandes riveraines ou restaurer des bandes riveraines. Des fois parce que le frêne est mort par la grille, des fois parce que les arbres ont été mangés par les castors. Est-ce que les espèces que tu voyais qui étaient un peu moins préférées, c'est parce qu'il y avait du frêne ou du charme qui était là, mais s'il n'y en a pas de ces espèces qu'il adore, il n'y a pas de peuplier, il n'y a pas de frêne, il n'y a pas de charme, est-ce qu'on peut planter des tilleuls, des érables qui espéraient qu'ils ne se vont J'ai pas se faire j'ai manger? vu quand même des endroits avec beaucoup d'érables mangés, à des endroits où il n'y avait pas de frêne. J'ai, mais après, c'est possible que c'est parce qu'il n'y ait pas d'endroits comme ça dans le parc, mais j'ai pas vu des endroits avec les tilleuls ravagés. J'ai vraiment l'impression que c'était un genre que les castors n'ont pas sélectionné, mais c'est peut-être parce que quand il y avait des tilleuls, il y avait aussi des érables, puis qu'ils préfèrent quand même les érables aux tilleuls. Ça, c'est peut-être mon échantillonnage. Mais le castor, dans tous les cas, est connu comme étant alors en anglais, ils disent picky generalist. Donc, ça, c'est un généraliste qui a ses préférences, mais il va quand même être capable de s'adapter à son milieu. Là, on le retrouve même jusqu'en Patagonie, à des endroits où il n'y a plus d'arbres, puis il fait sa vie pareil. Là, Ça, c'est du point de vue du castor, mais du point de vue de la bande riveraine, si on devait recommander deux, trois espèces pour planter en espérant qu'il en reste après quelques années, ça serait quoi selon Moi, toi? au vu de mes résultats, ce serait, en tout cas pour ce qu'il y a dans le parc, ce serait plutôt l'érable puis le tilleul, de ce que j'ai vu. Mais c'est ça, je me demande à quel point il faut pas, en plus des érables et des tilleuls, pour leur laisser du temps, bah, tu sais, peut-être mettre quelques saules, parce que les saules, dès qu'ils vont être coupés, ils vont beaucoup rejeter, ils vont faire plein de rejets, ce qui va faire de la nourriture. Je sais pas. Après, j'ai aussi vu que dans certains endroits, ils mettent tout simplement du grillage autour des arbres. C'est ça. OK, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Samuel. Je vais nous permettre d'étendre un peu la période de questions dans la petite pause de 5 minutes qui était prévue parce qu'on a juste commencé à 9h30 finalement. Donc, je pense que vous êtes encore capable de rester en ligne quelques minutes. Donc, on va y aller avec une petite question de Christian. Oui, merci pour ta belle présentation. En fait, j'ai écouté ça avec intérêt parce que j'ai beaucoup de castors dans mon lac et ils viennent dans ma forêt. Et moi, ce que j'observe, et je voulais te poser des questions là-dessus, mais ce que j'observe, c'est qu'ils semblent vraiment préférer l'érable à sucre par rapport au tilleul, parce que j'ai ces espèces-là, mais c'est l'érable à sucre qui disparaît avant, et ils semblent préférer l'érable à sucre au bouleau blanc aussi, par exemple. Évidemment, le peuplier est Alors, toujours le premier moi, choisi, je mais serais ma vraiment question est mal à placé savoir, là. Je serais vraiment mal comment? placé pour répondre parce que au Non, parc, non, mais il ma y a... question est plus au niveau nutritionnel des Hop. arbres que les castors utilisent. Est-ce que des études qui montrent, par exemple, que en termes de, comment je dirais ça, là, de valeur nutritionnelle, c'est mieux un peuplier qu'un érable ou est-ce qu'il y a des données là-dessus? Je penserais qu'il y en a, je ne le sais pas exactement, mais dans tous les cas, vu qu'on observe des effets sur la fitness des castors, sur le nombre de juvéniles par portée, ce genre de choses, j'aurais tendance à dire qu'il doit y avoir une plus-value nutritionnelle, mais j'avoue que j'ai pas Et on ne sait encore pas lu c'est quoi, vraiment si sur j'imagine, la c'est ça? physique là, de Ah, l'écorce. OK. OK. Parfait. Merci. On a Kim qui nous partage dans le chat que son casseur ici ne mange aussi, partie, les érables et les tilleuls aussi par manque de peuplier puis de saules. Donc, à défaut d'avoir la nourriture qu'il préfère. Faut leur donner un peu de saule pour épargner les érables et les tilleuls. Voilà. Excellent. Mais c'est ça, à Plaisance, il n'y a pas d'érable à sucre. J'aurais peut-être dû le préciser. Ben, en fait, il y en a très peu. C'est érable rouge, érable argenté, puis érable de Freeman. OK. Bien, je te remercie énormément, Samuel, pour ta très belle présentation qui a ouvert le colloque. Donc, un gros merci.
On va se laisser une petite minute à la prochaine conférencière. C'est Emmanuelle Barrault, une candidate au doctorat ici à l'ISFOR, qui va nous parler de son projet de thèse de doctorat. Donc, je te laisse t'installer tranquillement, Emmanuelle, puis dans une minute, tu pourras débuter. Est-ce que tout le monde voit bien la première diapositive? Oui, on voit très bien. Parfait. Je peux commencer, Benoît, du coup? Oui, je te cède la parole, Emmanuelle. Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Barrault, puis comme Benoît le disait, je suis étudiante au doctorat ici à l'UCO et à l'ISFOR. Et de manière générale, l'objectif de mon projet, c'est d'étudier la dynamique spatiale du beluga de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc on est bien loin des forêts, mais vous allez voir que ça fait partie de la diversité de l'ISFOR et donc dans un contexte de conservation de la population. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous présenter un de mes chapitres qui vise à étudier l'utilisation des habitats et qui s'intitule « Des habitats variables dans l'espace, détermination des fonctions biologiques des habitats utilisés par les troupeaux de belugas ». Mes superviseurs, Angélique Dupuche, qui est professeure à l'UCO, et Véronique Lesage, qui est chercheur au fédéral au ministère Océan et Pêche, me supervise. Et mon projet s'intègre dans le programme de recherche sur le bruit et le beluga mené par Clément Chion. Alors, pour commencer, je voulais faire une intro assez générale et puis je voulais vous présenter ici des espèces qui paraissent très différentes. Déjà parce qu'elles occupent des écosystèmes variés, qu'ils soient terrestres, aquatiques, marins, cavernicoles, etc. Cependant, il y a quand même des points communs, même si les différentes étapes de leur cycle biologique ne s'effectuent pas aux mêmes échelles spatiales et temporelles. Ils ont besoin d'utiliser différents habitats avec des caractéristiques particulières pour remplir leurs besoins vitaux. Un second constat, c'est que ces espèces-là sont toutes protégées par la loi des espèces en péril du Canada et partagent l'une des menaces qui pèsent sur leur population commune et la dégradation et ou la perte de leur habitat. Les espèces, les animaux vont se déplacer vont restreindre en fait leur déplacement dans des habitats particuliers parmi un ensemble d'habitats disponibles dans leur domaine vital. Et ainsi, l'étude de la sélection et de l'utilisation de l'habitat permet de répondre à des questions importantes, à savoir quels sont les habitats qui sont importants pour ces espèces-là dans le domaine vital et quels habitats favorisent certaines activités cruciales à la survie de l'espèce étudiée. À long terme, ces éléments sont des éléments clés et cruciaux afin de déterminer les habitats et les zones à protéger et également, en deuxième étape, établir des plans de gestion et de rétablissement adaptés à la dynamique spatiale de l'espèce. Et aujourd'hui, en particulier, je vais vous parler du beluga du Saint-Laurent. Donc, le beluga est un mammifère marin. C'est une espèce qui est très sociale. Les interactions sociales font vraiment partie intégrante de son mode de vie et de sa survie. On a des dynamiques de fusion-fission entre des individus au sein des différents groupes et des troupeaux. On a des organisations matrilinéaires. Il est également surnommé le canari des mers parce qu'il est vocalement très actif. La communication acoustique est vraiment très importante. Et on peut également dire que c'est une espèce avec un régime alimentaire généraliste dans le Saint-Laurent. Donc, il va y avoir un éventail très large de proies dont il va s'alimenter.
Néanmoins, le constat, c'est que la population du Saint-Laurent est une population très petite, isolée depuis la dernière glaciation des différentes autres populations qui sont présentes en Arctique et en déclin. En effet, elle a été gravement épuisée par la chasse et malgré la mise en place de différentes mesures comme la mise en place du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, la population continue de décliner d'environ 1% par an et depuis 2012, on estime qu'il y a environ 900 individus dans le Saint-Laurent. Elle fait l'objet de protection donc, par la loi fédérale sur les espèces en péril et également les espèces menacées et vulnérables du Québec. Et parmi les différentes menaces qui pèsent sur cette population, l'une qui est importante est l'impact du bruit lié à la navigation. Et en 2020, un plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le beluga et d'autres espèces de mammifères marins en péril a été adopté. Alors, l'une des principales menaces limitant le rétablissement de la population serait la pollution acoustique. J'attire votre attention sur cette carte. Vous avez l'encadré avec différentes taches noires qui représentent l'habitat jugé essentiel au beluga. Et on peut voir les segments de navigation, la densité des segments de navigation qui traversent les différents habitats fortement utilisés par les belugas. Le Saint-Laurent est l'une des principales voies et des plus importantes voies maritimes intérieures pour l'Amérique du Nord. Et le trafic maritime des gros bateaux tels que les cargos de marchandises est particulièrement intense de mai à octobre. À cela s'ajoutent aussi différents autres types de bateaux, comme des bateaux de plaisance, des bateaux de tourisme. Et dans la littérature, c'est bien documenté que les impacts du bruit sur les espèces de cétacés peuvent interrompre certaines activités comportementales, masquer la communication ou l'écolocation. Et elle peut amener aussi à ce que les animaux évitent certains habitats essentiels pour leurs activités comportementales. Et de manière temporaire ou permanente, le bruit peut aussi mener à une perte d'audition. Ainsi, l'objectif en fait, du groupe de travail sur le trafic maritime et les mammifères marins, c'est d'évaluer le niveau de bruit perçu par les belugas et évaluer les impacts sur les composantes comportementales notamment, et ensuite proposer différents scénarios de navigation pour œuvrer au rétablissement. Mais pour ça, on a besoin de bonnes connaissances sur la dynamique spatiale du beluga. Et à l'heure actuelle, on sait certaines choses importantes et intéressantes. La première, c'est qu'on a une utilisation de l'habitat qui est différente selon l'organisation sociale des troupeaux. Donc, selon si on a des troupeaux composés seulement d'adultes, des troupeaux composés de juvéniles et d'adultes, ou des troupeaux composés aussi avec des nouveau-nés. Donc, l'utilisation et la répartition de ces différents troupeaux va être différente au sein de l'estuaire. On sait également qu'il y a des aires de forte résidence, c'est-à-dire c'est des zones dans lesquelles les animaux vont concentrer une grande proportion de leur temps. Et ces habitats sont supposés favorables pour des activités cruciales à la survie, la reproduction et l'alimentation. Donc, ces zones-là ont été identifiées. Et récemment, une étude de connectivité a permis de dessiner un potentiel, en fait, un réseau de potentiels habitats corridors qui permettrait de connecter les habitats entre eux. Et donc, ces corridors sont supposés être des habitats au sein desquels les animaux sont majoritairement en transit, en voyage, en exploration. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'inconnus, et notamment quels sont les comportements qui se concentrent dans ces habitats. On le sait qu'ils sont identifiés, mais on ne connaît pas la fonction, les comportements qui se concentrent à l'intérieur. Et c'est donc l'objectif de l'étude que je vais vous présenter, donc de déterminer les fonctions biologiques des habitats fortement utilisés par les belugas.
Alors, pour ce faire, donc, la méthodologie en fait, repose premièrement sur la première étape qui est de classer les différents comportements. Pour ça, j'avais à ma disposition donc, une classification rigoureuse préalablement déterminée par Sébastien Lemieux-Lefebvre, où il a lié en fait les différentes activités de surface et comportements de plongée. En surface, lorsqu'on observe les animaux, ils vont avoir différents patterns, différentes directions dans leur déplacement. Et en plongée, on va avoir différents profils donc, qui sont représentés par les petits schémas ici. Le matching en fait, entre ces deux types de données permet de déterminer 6 classes comportementales. Et le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins qui mène en fait, des observations depuis plus de 30 ans dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, c'est basé sur ces données-là, de 1991 à 2020, que j'ai pu classer les différents comportements, ce qui m'a donné un total de 4000 relevés d'observation à utiliser pour la suite de mes analyses. Alors, juste pour vous présenter les 6 classes comportementales, la première qui correspond à de l'alimentation benthique, donc plutôt située de l'alimentation sur le fond, le fond du Saint-Laurent. C'est une classe aussi qui comprend d'autres comportements comme le soin aux jeunes ou le repos. La deuxième, c'est la classe qui correspond à la socialisation benthique. Et cette classe comprend aussi un petit peu d'alimentation benthique. La deuxième, qui est l'alimentation pélagique. Donc là, on est sur une stratégie d'alimentation vraiment qui utilise toute la colonne d'eau et pas le fond. On a de l'exploration pélagique. Donc là, les animaux explorent l'intérieur de la colonne d'eau. Et puis, ça peut mener à de la recherche alimentaire, comme de la recherche de partenaires, de troupeaux. Et la classe de transit, en fait, correspond à des animaux qui sont regroupés et qui nagent dans la même direction à une certaine vitesse. Et enfin, on a une classe comportement mixte où, en fait, elle ne permettait pas vraiment de distinguer des comportements clairs, parce qu'on avait à la fois des comportements, des patrons qui rassemblaient l'ensemble des autres classes que j'ai présentées. Donc voilà pour mes comportements. Et la deuxième étape, ça a été de faire des jointures spatiales en fait, de mes habitats. J'ai fait ces jointures sur 2 types d'habitats, donc les aires de forte résidence que j'ai présentées précédemment et les potentiels corridors. J'ai superposé en fait ces différents habitats ensemble. Et voilà ce que ça m'a donné. Vous avez ici sur la carte la superposition des deux. En bleu, vous avez ce qui correspond aux aires. Les AHR, ce sont les aires de forte résidence. En violet, les potentiels corridors. En rose, on a un secteur particulier qui faisait partie, qui s'appelle la batture aux alouettes, qui n'est pas une AHR, mais que j'ai distingué différemment. Parce que c'est un secteur sur lequel qui est très utilisé, mais on ne connaît pas la fonction encore. Et j'ai fait un découpage en fait, à la main de chacun de ces habitats basé sur les différentes connaissances biologiques de l'espèce. Donc, savoir si c'était plutôt considéré comme un corridor, plutôt comme une aire de forte résidence. Et à l'intérieur de chacun de ces habitats, j'ai calculé les proportions relatives des comportements par habitat. Enfin, j'ai fait une analyse de regroupement. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de voir si on pouvait regrouper des habitats ayant les mêmes fonctions biologiques, donc les mêmes combinaisons de proportions relatives de comportements, et combien en fait, de groupes j'arrive à déterminer. Donc, les premiers résultats sur les fonctions biologiques des habitats, ici, vous avez la proportion relative des comportements dans les corridors potentiels. Donc, on voit qu'on a présence en fait, des 6 classes de comportements en majorité dans chacun des habitats. Ce qu'on peut noter, toutefois, c'est que dans les corridors,
on semble visuellement, d'un premier regard, avoir une majorité de couleurs rose et bleu qui correspondent au comportement d'exploration pélagique et transit. Et lorsque j'ai testé en fait les moyennes de ces proportions relatives entre les corridors et les AHR, les aires de forte résidence, je me suis rendu compte que j'avais des différences significatives où l'exploration et le transit occurrent beaucoup plus souvent dans les corridors potentiels. Le deuxième résultat, ça concerne les proportions relatives des comportements dans les aires de forte résidence et également dans le secteur de la Batture aux Alouettes, où, je vous le rappelle, on ne peut ni le classer comme une aire de haute résidence ni comme un corridor, mais basé sur les observations en mer, j'ai décidé de l'inclure plutôt avec les aires de forte résidence. Et là, à l'inverse de la carte précédente, on a encore le rose et le bleu foncé, donc l'exploration et le transit qui apparaissent. Mais on voit surtout qu'on a une plus grande proportion de comportements d'alimentation. Donc, c'est la couleur jaune et bleu clair. Et on a également des habitats avec de la socialisation benthique. Et de la même manière, lorsque j'ai comparé en fait, mes proportions relatives de comportements plutôt liés à l'alimentation et la socialisation versus des comportements plus de déplacement, exploration, transit, les proportions d'alimentation et socialisation sont plus importantes dans les aires de forte résidence que dans les potentiels corridors. La deuxième étape des analyses, je vous rappelle, c'était de faire une analyse de regroupement pour voir quels habitats partageaient les mêmes fonctions. Et ici, je vous présente le résultat. Donc, c'est basé sur 28 habitats. Je n'ai pas pu utiliser l'ensemble de mes habitats. J'ai conservé ceux où j'avais au moins 10 observations. Donc, vous avez l'arbre sur la gauche qui permet d'avoir le détail des identifiants des habitats. Et sur la droite, les encadrés correspondent à chacun des groupes. Le camembert résume en fait les proportions relatives de chacun des comportements au sein des groupes. Et d'un premier regard déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de l'alimentation qui va être présente dans quasiment tous les groupes, à part le groupe 8. Puis ça, c'est vrai, ça peut se mettre en lien avec le fait que le beluga a une alimentation généraliste et va être capable donc d'utiliser différents habitats où il y a différentes proies distribuées pour son alimentation. Ensuite, lorsqu'on va dans le détail, on a un groupe qui comprend une proportion plus importante que les autres d'alimentation, de socialisation, et ça laisse à penser que c'est peut-être ces habitats-là qui sont assez rares, mais importants pour ce comportement en particulier. Peut-être conclure rapidement, Emmanuel, pour garder le temps pour les questions. Oui. Donc, je vais continuer. Désolée, je n'avais pas vu le temps. Donc, les prochaines étapes en fait, de ces analyses, ça va être de faire une analyse discriminante pour voir si on peut discriminer chaque groupe d'habitat avec des variables sociales et environnementales. Donc, sociale, c'est lié à l'organisation sociale des troupeaux. Et environnementale, c'est tout ce qui va, les facteurs connus, les prédicteurs connus pour cette espèce. Donc, pour conclure, si je résume un petit peu l'incidence des résultats, ces premiers résultats déjà ont permis d'identifier les fonctions biologiques des habitats. Et on se rend compte qu'on a des alternatives qui sont limitées pour une petite population pour qu'elle puisse assurer ses besoins vitaux. Et certains secteurs vont être spécifiques à certains comportements. Alors, à la question, peut-on concilier rétablissement de la population du beluga du Saint-Laurent et développement maritime? Il y a différentes mesures. En fait, les connaissances apportées par ces résultats vont permettre de discuter de différentes mesures de réduction du bruit sous-marin de la navigation dans l'habitat du beluga. Et parmi ces mesures, on pourrait envisager l'agrandissement de l'aire marine protégée. Sur la carte en bas à droite, vous avez les secteurs en jaune qui sont ciblés pour la conservation et qui pourraient faire partie d'un agrandissement.
Également, le design de routes de navigation alternatives pour éviter de passer dans des zones de forte concentration où il y a des comportements cruciaux pour la survie des animaux. Et également, la mise en place de refuges acoustiques via des zones de ralentissement ou des zones d'exclusion. L'ensemble de ces mesures est au cœur des débats actuels puisqu'il y a un projet de transfert du traversier de Rivière-du-Loup vers Cacouna. Et donc, les résultats que je vous ai présentés ici vont permettre d'alimenter les discussions avec le groupe de recherche sur le transport maritime et la protection des mammifères marins. Je voulais remercier l'ensemble de mes collaborateurs, mes superviseurs, et également merci et désolée d'avoir pris un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette belle présentation. On va prendre le temps pour une petite question. Est-ce que nous avons quelqu'un qui aurait une question pour Emmanuel? On a plusieurs applaudissements dans la salle. On ne les entend pas, là, mais ils sont très nombreux. Là, On les voit déjà. C'est... Donc, est-ce que nous avons quelqu'un dans l'auditoire qui aimerait poser une question à Emmanuel? Je vois juste des applaudissements. Il n'y a pas de main levée pour l'instant. Donc, je te remercie beaucoup, Emmanuel. Ça devait être très clair comme présentation. On va tout de suite se préparer à la prochaine conférencière, qui est Daphné Bernier, une étudiante là, à la maîtrise à l'ISFOR, qui va nous parler de son projet sur la génétique des populations de tortues mouchetées. Donc, Daphné, je t'invite à partager ton écran si tu le présentes. Parfait. C'est bon? Oui, et je te cède la parole. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Daphné Bernier, candidate à la maîtrise en biologie sous la supervision de Yann Turgegroba. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon proposé de recherche sur la génétique des populations de tortues mouchetées. Donc, rapidement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est la problématique en génétique et conservation, puis ensuite plus appliquée à mon sujet de recherche qui est la tortue mouchetée, mon objectif et mes hypothèses de recherche. Ensuite, la partie le fun, le terrain, la méthodologie, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire. Ce qui a déjà été fait en 2021 et ensuite ce qui va suivre en 2022. Et finalement, un petit mot de la fin avec quelques remerciements. Donc, la diversité génétique, c'est un enjeu qui est très important en conservation, et surtout pour les espèces menacées et vulnérables, étant donné qu'on retrouve souvent ces espèces-là en petites populations, qui sont souvent fragmentées ou isolées. Ce qu'on entend par ça, c'est que entre les populations, le déplacement des individus va être souvent limité ou voire impossible. Et donc, le mélange génétique va être limité ou impossible. Les petites populations aussi, ça peut entraîner des problèmes de consanguinité, étant donné qu'il y a un nombre de partenaires qui est réduit. Et tous ces problèmes-là peuvent apporter une baisse de la diversité génétique qui est important pour conserver des populations en santé et résilientes. Donc, une analyse de la structure génétique, ça peut renseigner sur plusieurs choses, notamment l'état des populations. Est-ce qu'il y a une diversité génétique suffisante pour être viable dans le temps? Est-ce qu'il y a de la consanguinité? Est-ce que la population est à risque? Ça peut renseigner aussi sur la connectivité à travers le paysage. Donc, on peut aller voir si les populations sont connectées, s'il y a peut-être de la migration entre les populations. Et évidemment, la connectivité génétique, s'il y a un flux génique entre les populations. Finalement, ça peut renseigner aussi sur les mesures de gestion pour avoir des mesures appropriées aux unités qui sont indépendantes. Par exemple, deux populations qui ne sont pas connectées génétiquement, c'est plus prudent de ne pas mélanger les individus, même si translocaliser un individu d'une grande population à une plus petite pourrait aider le nombre d'individus, mais au niveau génétique, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Dans le cas de la tortue mouchetée, c'est une espèce menacée qui est considérée en voie de disparition au niveau du Canada et menacée au niveau du Québec, selon la loi. Vous voyez ici son aire de répartition, qui est principalement aux États-Unis. Environ 20% des tortues se retrouvent au Canada. Donc, on en a ici dans le sud de l'Ontario, dans le sud du Québec, et il y a une population aussi indépendante au niveau de la Nouvelle-Écosse, qui est considérée comme une unité de gestion différente. Celle de la population des Grands Lacs est considérée comme une unité de gestion avec des sous-populations, dont la population d'Outaouais. Par contre, il n'y a aucune étude génétique qui a été faite
sur la population de l'Outaouais et elle n'est pas considérée génétiquement différente des autres, du reste de l'unité de gestion. Par contre, à une échelle géographique comparable à celle de l'Outaouais, il y a des chercheurs qui ont trouvé qu'avec une augmentation de la distance physique, donc en kilomètres, entre les populations, ou une augmentation de la fragmentation du paysage, ça l'amenait une augmentation de la distance génétique. Donc, plus deux populations sont séparées en distance, plus elles seront différentes génétiquement. Et il y a d'autres auteurs qui ont trouvé que cette relation-là était inconsistante selon les populations étudiées. Donc, là, dans la littérature, il y a des contradictions. Et il y a aussi des effets du paysage. Prenons par exemple deux populations qui sont assez proches dans le paysage. On s'attend, selon certains auteurs, à ce qu'elles soient génétiquement semblables. Si on ajoute une troisième population qui est plus éloignée ou qui est séparée par exemple, une zone agricole qui est plus difficile à traverser pour les tortues, on peut s'attendre à ce qu'elle soit génétiquement un peu différente, mais pas complètement isolée, d'où la couleur bleu pâle. Finalement, si on ajoute une quatrième population, cette fois-ci séparée des autres par une rivière assez large et à haut débit, la littérature mentionne que ça peut empêcher complètement le mouvement et donc rendre cette population-là isolée. Par contre, il y a d'autres auteurs qui n'ont pas trouvé cette relation-là. Par contre, dans le cas des chaînes de montagne, c'est assez unanime que les tortues ne sont pas capables de les traverser et ça peut causer un isolement. Donc, ça amène ma question de recherche, qui est quelle est la structure génétique des sous-populations de tortues mouchetées en Outaouais? Et mon objectif est d'aller évaluer la diversité génétique et la connectivité. Ma première hypothèse, c'est que les sous-populations sont connectées génétiquement à différents degrés en raison de la distance, de la topographie et de la composition du paysage qu'on retrouve sur leur aire de répartition. Et si cette hypothèse-là est vraie, on devrait observer que les sous-populations qui sont plus éloignées, soit au niveau de la distance ou du paysage, ils vont avoir un niveau de différenciation élevé, plus élevé. Ma deuxième hypothèse, c'est que la rivière des Outaouais, qui est une rivière large à haut débit, devrait être une barrière infranchissable qui empêche la connectivité des populations de l'Outaouais et de l'Ontario et par le fait même du reste de l'unité de gestion. Encore une fois, si cette hypothèse-là est vraie, on devrait observer un haut niveau de différenciation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller vérifier ces hypothèses-là? Malheureusement, je ne peux pas vous partager où je fais mon travail, étant donné que c'est une espèce vulnérable à la récolte. Donc, ces renseignements-là sont protégés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on met environ 30 pièges par milieu humide. On travaille dans des super belles conditions. Donc, les pièges, c'est des filets, comme vous voyez ici, qui sont appâtés et la tortue peut rentrer, mais ne peut pas ressortir. On passe environ 240 pièges par milieu, qui est une unité de mesure pour comparer entre les milieux humides. Et notre période d'échantillonnage est assez courte. C'est entre mai et juin, c'est-à-dire entre la période où elles sortent d'hibernation et commencent à être plus actives et la période où les températures commencent à être trop élevées et elles deviennent soit inactives ou cherchent des milieux plus frais en forêt. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une tortue? Eh bien, on la marque, on lui donne un numéro unique qui nous permet de l'identifier si jamais on la recapture dans la période de recapture ou des années plus tard. Et tant qu'à les avoir, on prend les mesures de poids, de longueur de carapace, de plastron, on vérifie leur état de santé, est-ce qu'ils ont des blessures, des malformations, etc. Puis, on prend des bouts d'écailles pour le matériel génétique pour analyser en laboratoire. En 2021, on a échantillonné une partie de l'aire de répartition en Outaouais et on a eu la chance de récolter plus de 150 tortues mouchetées. Donc, on a été agréablement surpris. Et le même protocole est prévu pour cet été, dans quelques semaines, pour la partie d'Ottawa et une autre partie de l'Outaouais. Ensuite, une fois qu'on va avoir récolté tout ce beau matériel génétique-là, on va analyser les microsatellites qui sont les séquences d'ADN répétées qu'on vise pour vérifier la diversité génétique. Et ensuite, on va faire les analyses de génétique du paysage. Donc, un énorme merci à l'équipe de l'UQO, Yann, Laura et Émilie qui nous ont aidés, qui ont participé au terrain, et les partenaires, dont le MFSP, la CCN, CNC et ECCC. Et j'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'évaluation génétique dans la conservation de la tortue mouchetée. Donc, j'espère vous revoir l'année prochaine pour pouvoir partager mes résultats avec vous. Merci. Merci beaucoup, Daphné. On voit que tu as des fans
en présentiel avec toi. Je me doute de c'est qui. Donc, Frédéric, un très bel applaudissement. On va ouvrir la période de questions. On a plusieurs applaudissements aussi dans la salle. Je vous invite là, encore une fois là, à lever la main via la plateforme Zoom pour ceux qui sont en présentiel, en ligne, je veux dire. Donc, on a une première question de Audrey. Merci Daphné pour ta présentation. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment bien expliqué. Ma question, c'est sur, dans l'introduction, tu parlais des chaînes de montagne puis de l'effet que ça pouvait avoir sur la structure génétique. Je me demandais si tu allais le tester ou non. Je n'étais pas sûre quand tu as fait la présentation. Chaîne de montagne. Chaîne de montagne. Oui, c'est ça, chaîne de montagne. Dans l'aire de répartition, il y a une topographie, il y a une topographie plus élevée entre, il y a une différence de topographie entre deux populations. En fait, quelques populations auxquelles je pense qu'on va échantillonner ou qu'on espère échantillonner. Donc, oui, ça ne sera pas une chaîne de montagne comme les Appalaches ou ce qui a été évalué précédemment. Par contre, d'après moi, on devrait observer là, une certaine différenciation génétique. Ouais. Okay, merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question pour Daphné? Je regarde. Moi, j'en ai peut-être une pour toi, Daphné. J'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition entre les différentes espèces de tortues? Est-ce qu'il y a des tortues qui pourraient potentiellement venir remplacer cette espèce-là aussi dans l'écosystème ou est-ce que c'est plus d'autres facteurs là, qui viennent la menacer? Je n'ai pas vu ça dans la littérature. Les menaces en ce moment, c'est vraiment plus la mortalité des adultes, étant donné que c'est une espèce qui vise sur la longévité, puis s'il y a un niveau, un âge tardif là, de maturité. Donc, je ne pense pas, en tout cas, c'est pas ce que j'ai observé, même si lors de la capture, souvent, on a d'autres espèces, plus que d'autres espèces que la tortue mouchetée dans nos pièges. Mais ça ne semble pas être une des menaces principales, en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On a beaucoup de temps pour des questions. On a encore presque 10 minutes. Donc, on a Samuel qui a une question. Salut Daphné, super présentation. Moi, c'est un peu une question d'ordre général. Je sais par exemple que les anneaux sont très susceptibles au stress durant, par exemple, la manipulation puis les captures. Puis, étant donné que c'est une espèce menacée, la tortue mouchetée, là, comment ça les affecte? C'est sûr qu'on essaie de limiter notre temps de manipulation le plus possible. Les bouts d'écaille qu'on prend, par exemple, c'est pas censé leur faire du mal, c'est un peu là, comme un ongle. Puis c'est ça. Mais de ce que par observation personnelle là, de l'année passée, la grosse majorité des tortues sont assez relax. Ils se promènent dans le canot, ils n'ont pas de comportement, ils cherchent à s'échapper. C'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui sont plus stressées. On les met dans des packs quelques minutes là, pour qu'ils puissent se calmer, ou on les met un peu dans l'eau pour que ça les calme. Mais c'est assez rare. Là. La majorité sont très, très calmes. Mais c'est sûr qu'on essaie de limiter. On limite le temps le plus possible. OK, merci. Merci beaucoup pour cette question, Samuel. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Philippe, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai peut-être une question pour toi, Daphné. En fait, je ne vais pas le trop dans le détail. J'ai peut-être manqué un petit quelque chose au niveau de tes prédictions. C'est comme si tu nous disais que tu avais deux hypothèses qui menaient à la même prédiction, mais j'ai peut-être mal compris. Je pense que j'ai mal compris. Oui, c'est ça. Je ne suis peut-être pas rentrée assez dans le détail pour les prédictions. La première, c'est plus au niveau de l'Outaouais, puis parce qu'elle est considérée comme une seule population, alors que moi, je pense qu'il y en a, qu'il y a peut-être des groupes qui sont isolés génétiquement. Puis ma deuxième hypothèse et prédiction, c'est vraiment par rapport à la sous-population d'Outaouais et la sous-population de l'Ontario. Okay. C'est ça, donc c'est à des deux échelles niveaux. spatiales différentes. C'est ça. OK. C'est ça. Okay. Mais oui, c'est des niveaux de différenciation génétique. Merci. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Daphné. On a encore... Merci à tous.
encore un petit peu de temps, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui se... J'allais inviter Yann, ton directeur. Je me doute, je est présent. Je me dis, Mais doit avoir je voulais juste dire bravo pour la présentation. C'était vraiment très, très beau. J'ai oublié de le mentionner. On a quelqu'un dans la salle, Frédéric, cette fois-ci. C'est pas Régis. C'est ça, c'est ça. Bonjour Daphné, merci pour ta présentation. Donc, tu as parlé beaucoup des barrières qui sont liées à la réduction de la connectivité. Moi, je te demanderais, qu'est-ce qui, à l'inverse, favorise la connectivité, l'hydroconnectivité? Y a-t-il des corridors qu'on sait qui sont favorablement utilisés? Puis comment tu vas intégrer ces dimensions-là dans ton analyse? Oui, en fait, on sait que les tortues utilisent différents milieux. Là. C'est sûr qu'ils préfèrent les milieux humides pour la majorité de leur cycle de vie, là, surtout comme ils font leur hivernation dans les milieux humides. Puis, en fait, ils se déplacent aussi en forêt l'été ou pour la reproduction, notamment, là, par exemple, les femelles, quand ils vont faire la nidification, ils utilisent toutes sortes de milieux, là, comme la forêt ou les sablières, etc. Donc, oui, c'est quelque chose que je veux intégrer dans mon analyse parce que je trouve que dans la littérature, c'est surtout concentré sur la distance physique et linéaire, qui est quelque chose qui me chicote beaucoup parce que, bon, c'est pas toujours le cas, surtout pour les petits animaux. Donc, oui, je veux faire une analyse par composition d'habitat et selon... C'est une des choses aussi pourquoi c'est les barrières, sur quoi j'ai mis en phase, c'est que parce que nous, on va juste avoir des points pour la génétique, puis il faut essayer de refaire l'histoire dans le paysage. Et les barrières, ça peut être des indicateurs de, OK, entre ces deux-là, il n'y a pas de connectivité, ou en tout cas, il n'y a pas de lien. Donc, le chemin est nécessairement peut-être plus grand, il n'est pas direct. C'est des analyses que je veux pousser. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Je vois que tu es plus présent. Oui, dans le fond, c'est bon. Excellent. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Daphné. Merci tout le monde. Je vais en profiter pour vous rappeler qu'à la fin de la journée, je vais partager un lien pour un sondage pour que vous puissiez voter pour les meilleures présentations de 15 minutes ainsi que les meilleures présentations éclairs qui ont eu lieu aujourd'hui. Puis on va annoncer là, les gagnants des meilleures présentations à la fin de la journée de demain. Donc, inquiétez-vous pas, ceux qui ont présenté aujourd'hui, qui ne pouvaient pas être présents demain, ça ne vous disqualifie pas là, de recevoir le prix. Je vous aviserai là, par courriel si jamais c'est quelqu'un qui n'était pas présent en personne. Donc, je vous invite à remplir ce sondage-là uniquement si vous avez pu assister là, à la majorité des présentations pour pouvoir porter un jugement là, éclairé là, sur la qualité de l'ensemble des présentations. Donc, on va se donner encore quelques minutes, mais je vais inviter Cécilia à peut-être juste commencer à partager son écran pour qu'une mission débute là, à 10h45 comme c'était prévu. Cécilia va nous donner la première présentation éclair là, de 3 minutes avec un petit 2 minutes de questions. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, il y aurait juste à faire le partage d'écran. Pas le partage, mais le démarrage de la diapositive, diaporama. Ça semble bien fonctionner. Ça marche, oui. Oui, on va se donner encore un petit 2-3 minutes. Il y a des gens là, qui se reconnectent tranquillement. Est-ce que, Cécilia, tu as une caméra? Est-ce qu'on va pouvoir te voir? Je peux. Des fois, ça fige si je l'essaie de mettre mon caméra. Mais là, ça marche? Vous me voyez? Non, je voulais savoir si on peut. Est-ce que tu avais une caméra que tu allais activer pour que nous puissions te voir, toi? Oui, j'ai activé la caméra.
Parfait. Oui, ça marche? Oui, ça marche bien. On te voit très bien. Excellent. Alors, est-ce que vous voulez que je commence? Ou oui, encore quelques je pense minutes? qu'on peut commencer. Les gens sont tous arrivés, puis ça va nous laisser un petit peu plus de temps. Alors, bonjour, moi c'est Cécilia Starber, puis je suis une étudiante à la maîtrise en biologie à l'UQO, puis mes directrices sont Audrey Maheu et Catherine Turgeon à l'ISFOR. Puis je travaille sur un projet qui est sur la caractérisation de la voie faciale et ses effets sur les macroinvertébrés aquatiques en Italie. Le projet, il y a deux volets, un volet de caractérisation de la voie faciale, alors à décrire l'état des chemins et les ponceaux dans les forêts publiques et privées dans l'Italie. Puis aussi, excuse-moi, Cécilia, je vais t'interrompre. Je pense que moi aussi, je le vois. On dirait que la moitié de ton écran est coupée. Je peux essayer de le... Est-ce que tu travailles avec deux écrans différents en ce moment? Non. Là, est-ce que c'est mieux? Ah, oui, là, on voit l'ensemble de la diapo. OK, super. Alors, il y a deux volets. Il y a le volet de caractérisation de la voie faciale, puis aussi le volet d'évaluer c'est quoi l'influence des ponceaux et des chemins forestiers sur la composition et la biodiversité des communautés de macroinvertébrés aquatiques. Alors, un peu de mise en contexte pour le volet voie faciale. En Québec, il y a plus de 470 000 km de chemins forestiers qui sont initialement conçus par l'industrie forestière pour le récolte de bois. Mais une fois que les opérations cessent, les chemins ils restent, ils tombent sous les tenures publiques et privées. Ils deviennent réappropriés pour des usages récréatifs. En Québec, l'utilisation et l'entretien des chemins forestiers publics sont encadrés par le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État et le règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Mais pour les forêts privées, il n'existe aucune réglementation. Il y a eu dans les médias récents plusieurs reportages puis enquêtes sur l'abandon et le bas niveau d'entretien des chemins dans les forêts publiques et les tronçons dans les forêts publiques. Alors, j'ai un peu tiré les photos de ça. Et aussi, récemment, il y a eu des efforts pour caractériser ce qui se passe dans les forêts publiques, mais pas dans les forêts privées. La caractérisation, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de documentation sur l'impact des chemins forestiers et les ponceaux sur l'environnement où ils se trouvent et sur les communautés aquatiques, surtout pour les ponceaux, parce que ça, c'est l'endroit où les chemins forestiers sont en contact direct avec les cours d'eau. Et là, il y a aussi une augmentation d'érosion, c'est un point direct pour l'introduction des sédiments. Et aussi, les ponceaux peuvent entraîner une modification de débit dans les cours d'eau. Est-ce que vous voyez le troisième diapo? Oui, on la voit très bien. OK, super. Alors, pour les macroinvertébrés, ils sont essentiels dans les écosystèmes aquatiques et pour les niveaux trophiques supérieurs. Puis aussi, les macroinvertébrés benthiques sont utilisés comme indicateurs du qualité de l'eau. Et les ponceaux et les sédiments suspendus ils ont un impact sur la composition des communautés important car il s'agit d'un point direct de l'introduction des sédiments ou des équipements dans la communauté aquatique. Alors, cela m'a amené à deux questions de recherche. Le premier, c'est quel est l'état des chemins et des ponceaux dans les forêts publiques et privées, qui a donné à trois hypothèses. La première, c'est que la tenue des terres forestières, c'est-à-dire publiques ou privées, le type d'usage en forêt publique, c'est-à-dire les ex, voiries ou réserves fauniques, et le temps depuis le dernier entretien sont des déterminants importants de l'état des chemins et des traverses du cours d'eau. Le deuxième, dans le volet de macroinvertébrés, c'est comment l'état des chemins forestiers et les ponceaux affectent l'abondance, la composition et la biodiversité des communautés de macroinvertébrés. Et pour cette hypothèse, je me suis plus concentrée sur le temps depuis le dernier entretien des chemins forestiers et l'état structurel des ponceaux qui seraient des déterminants de la composition et de la biodiversité des communautés de macroinvertébrés aquatiques. Alors, pour la méthodologie, pour la sélection des sites, ça se fait dans une manière semi-aléatoire dans deux régions, la région de Pontiac puis Papineau-Labelle. Puis ça se fait avec je choisis des bassins versants puis des sous-bassins versants. Alors pour Pontiac, c'est le bassin versant du Rivière-Noire et les sous-bassins du lac Sainte-Patrice puis lac Mégauveuil.
Puis en Papineau-Labelle, on a un partenariat avec le forêt privée Kenok. Alors, c'est le bassin versant qui se trouve là-dedans, le rivière Kinonde. Et le bassin versant de Petite Nation, mais les sous-bassins versants du Ernest et Darry. Alors là, la caractérisation puis l'échantillonnage des macroinvertébrés va se passer en même temps. Pour l'échantillonnage des macroinvertébrés, on va le faire en amont puis en aval. La caractérisation, on s'est concentré vraiment sur les ponceaux des chemins, mais aussi sur l'érosion puis l'introduction des sédiments. Alors pour les pensées, c'est sur les perforations, les déformations puis les blocages surtout. Et pour les chemins, c'est le type et le niveau d'érosion, l'âge, le perte de surface de roulement, c'est-à-dire le pourcentage du chemin qui est recouvert par la végétation. Alors, ça c'est la présentation. Merci beaucoup pour votre attention et merci aussi à nos partenaires de Forêt Kenok, puis Julie Dechaine de la MFSP Outaouais. Et présentement, on est en recherche pour des collaborations avec des propriétaires des terrains privés en Pontiac ou en Papineau-Labelle. Alors, si cela vous intéresse et si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas de me contacter. Ou si jamais vous avez des questions ou des commentaires, mon courriel est en bas. Et oui, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Cécilia. On va prendre le temps pour quelques questions avant d'aller pour une pause. Donc, est-ce que nous avons des participants qui auraient des questions pour Cécilia? Sinon, moi, j'en aurais une petite pour toi, Cécilia. Là, on entend beaucoup parler aussi des problèmes de castors en lien avec les ponceaux dans les chemins forestiers. Puis je me demandais, est-ce que c'était un facteur que tu considérais regarder ou du moins prendre en considération pour évaluer leur impact potentiel sur la fréquence nécessaire d'entretien, etc., des chemins forestiers? Oui, oui. Alors, pour les ponceaux, une des choses qu'on va évaluer pour caractériser les ponceaux, c'est les blocages des ponceaux qui sont aussi par les castors. Alors, ça, c'est un problème qui... alors, c'est un peu de dans cette manière-là qu'on va les évaluer. Okay. Parfait. Merci beaucoup. On aurait peut-être le temps pour une autre petite question rapidement de Michael Clich. Oui, bon, m'entendez-vous? Oui, on t'entend très bien. Je ne sais pas si tu as commencé à regarder un petit peu les sites que tu voulais échantillonner. Là. Je suis ingénieur forestier, puis je travaille en forêt privée. Puis, il a travaillé en forêt publique auparavant. J'ai vraiment l'impression que c'est moins un problème en forêt privée, mais je ne sais pas c'est quoi ton feeling dans la région de l'Outaouais de ton côté. As-tu déjà une idée ou c'est vraiment tout est à faire encore? Mais c'est un... Alors, en premier, je pensais que oui, peut-être je n'ai pas encore regardé les sites. Le Pontiac, je connais un peu ça mieux, vu que je connais un peu le monde là-bas. Mais selon la réglementation, je dirais que ça fait peut-être pire dans les sites privés, vu qu'il n'y a aucune réglementation qui encadre l'entretien. Mais j'avoue que peut-être, vu que c'est sur les sites privés, puis les gens ont peut-être plus une appartenance à leur propriété qui vont être mieux mentionnées, mais c'est toujours à découvrir. D'accord. Oui, est-ce que ça a répondu à ton question? Ou? Oui. OK. Excellent. Ben, merci beaucoup, Cécilia. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on va revenir, on va se rejoindre à 11h pour la présentation de Valérie Trouette, qui est de l'Université d'Arizona. Mais je tiens tout d'abord à remercier tous nos conférenciers de ce matin pour leurs excellentes présentations. Puis on se rejoint tout le monde de retour à 11h pour la suite des conférences.